Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc ouvrir ce conseil municipal ce soir. Avant de commencer ce conseil municipal, je souhaitais adresser toutes mes félicitations à Marie-Agnès pour ta nomination de ministre. Ça se fait en effet, et très fier en effet qu'une nouvelle élue Fécampois soit nommée ministre, parce qu'on aime à le rappeler, en 25 ans, tu es la troisième ministre nommée élue municipale après Frédéric Bredin et Estelle Grelier. Donc aujourd'hui, Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Je sais que tu sauras emmener tous les lundis soirs un petit bout de Fécamp à Paris et que tu sauras défendre les dossiers pour lesquels nous battons depuis tant d'années, un peu plus. Et je sais bien que voilà, on aura l'occasion souvent d'échanger, notamment pour tous ces dossiers. Voilà, nous allons donc ouvrir ce conseil municipal. Et donc nommer Marie-France secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des objections? Marie-France Bougon? Non, je n'en vois pas. Donc je te laisse faire l'appel, Marie-France. Oui. Alors, Monsieur David Roussel. Présent. Monsieur Pierre Aubry. Présent. Madame Stéphanie Marical. Présent. Monsieur Florentin Cogny. Présent. Madame Dominique Tessier. Ok. Monsieur Jean-Marie Demondion. Madame Elisa Cavelier. Présente. Monsieur Serge Lambert. Présent. Madame Agnès Delalande. Présente. Madame Denise Poulain. Présente. Marie-France Bougon, c'est moi, je suis là. Monsieur Patrice Duval. Absent. Madame Evelyne Baril, excusez. Pouvoir. Madame Brigitte Soun. Présente. Madame Christine Jor. Madame Catherine Duhornet. Procuration. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Monsieur Rénal Maheu. Présent. Madame Stéphanie Vengeon. Je ne l'ai pas vue. Absente. Monsieur Éric Flamand. Présent. Monsieur Jonathan Fiquet. Monsieur Jean-Baptiste Hôpital. Présent. Oui. Monsieur Mathias Valéry. Madame Montaigne Lepelletier. Monsieur Jacques Louiset. Madame Chantal Carr Lambert. Madame Isabelle Laure Ligaudan. Absente. Madame Bénédicte Martin. Madame Céline Cuisnier. Pas là. Monsieur Ismaël Bosco. Monsieur Victor Fournier. Madame Heidi Anouchka Treberne. Monsieur Didier Leclerc. Et voilà. Merci Marie-France. Merci Marie-France. Je vous propose d'adopter le procès-verbal du 24 juin 2024. Est-ce qu'il y a des remarques? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous démarrons donc l'ordre du jour par les affaires immobilières. Reynald, c'est à toi. Merci David. Donc sur la délibération numéro 1, il s'agit de la vente d'un bien situé au 8 rue Paul Bert à Fécamp. Comme nous avons déjà engagé et échangé en conseil municipal, la collectivité a décidé d'optimiser son parc immobilier en vendant des biens dont on n'a plus l'utilité. Donc ici, il s'agit de l'ancien local des équipes secouristes de la Croix-Rouge française. Donc nous avons reçu 2 propositions pour l'acquisition de ce bien. Donc, les offres étaient identiques et donc nous avons privilégié la proposition de la SAS Bureau Végétal, une entreprise qui souhaite s'implanter sur Fécamp avec à la clé la création d'emplois. Pour mémoire, ce bien a fait l'objet d'une parution sur le site internet de la ville et bien sûr il a été diffusé auprès des agences immobilières et des agences notariales. Donc vous avez joint à cette délibération le plan cadastral, l'avis des services de domaine ainsi que le plan le plan cadastral, c'est ça, si je dis. Donc il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire à réaliser la vente de ce bien. Vous êtes invité à en délibérer. Merci Reynald. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Monsieur Leclerc.
Oui, dans la délibération qui nous est présentée, vous faites référence à un schéma directeur immobilier. On n'a pas eu connaissance de ce schéma directeur, ou alors j'ai loupé un épisode. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur ce schéma directeur? C'est un document interne qui permettait, alors aussi bizarrement que ça puisse paraître, mais la ville n'avait pas connaissance de son patrimoine immobilier. Et donc, il a fallu créer ce schéma directeur immobilier afin déjà d'avoir un inventaire précis de toutes les bâtiments, et c'était plutôt facile, mais également de toutes nos parcelles, et permettre aussi d'avoir l'état de nos bâtiments. Donc c'est un schéma directeur immobilier, c'est ça. On vous fera parvenir, c'est un document interne, hein, c'est pas quelque chose qui se délibère, c'est un document interne, un outil de travail. Dans la mesure où vous faites référence à un Tout à fait. document, ce serait intéressant qu'il soit annexé, hein, ou en tout cas qu'on soit au courant. Bon, on vous fera parvenir le schéma directeur immobilier, c'est un outil de travail. D'accord. Vous faites référence également sur le site, et sur le site, on a effectivement vu les deux immeubles qui étaient à vendre. Nous, on pensait que vous mettriez l'exhaustivité des biens, et il n'y a pas les prix non plus sur ce site. Alors, si on veut effectivement, et ce qu'on peut comprendre, hein, vendre un certain nombre de biens inutiles, il serait quand même intéressant d'y mettre tous les éléments, et également tous les biens qui seraient éventuellement à vendre. Alors, on met uniquement les biens où on est sûr de les vendre, c'est-à-dire qu'on a acté toute la partie juridique et également la partie domaniale. Donc, comme l'a indiqué David, lors de ce schéma directeur immobilier, on décide de quel bâtiment on vend, et à partir du moment où on a acté, on le met en vente. Mais en fin de compte, aujourd'hui, on a notre inventaire et puis on a un plan de façon aussi que les services aient le temps de faire les publications, puisque on a déjà passé sur les présents conseils municipaux des biens qui ne nous appartenaient pas. Donc la charge de travail aussi, il faut que les services puissent également, de leur côté, planifier, et avec Julien Giraud et son administration, on planifie les ventes au fil de l'eau. Et à partir du moment où on est OK sur les ventes, donc on les publie sur le site internet de la ville et on transmet aux agences immobilières. Mais vous parliez d'une centaine d'immeubles à vendre. Là, il n'y en a que 2. Les immeubles, il faut déjà les désaffecter. Souvent, ils sont soit utilisés, soit encore en usage. Donc, il y a aussi tout un travail aussi de relocalisation lorsqu'on doit mettre en vente un immeuble. Il faut qu'il soit aussi désaffecté. Donc, le rythme est normal, là, pour l'instant. Je pense, oui. OK. Et vous avez privilégié donc l'entreprise qui, par rapport, il y avait un particulier qui était également sur cette affaire. Et parce qu'ils se sont engagés, je crois, à embaucher 3 salariés. Comment vous faites pour vous assurer que ces 3 salariés seront bien effectivement embauchés? Est-ce que vous allez le vérifier ou pas? Parce qu'on comprend bien la démarche, et évidemment, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on s'assure qu'effectivement, il y aura bien de l'embauche dans cette entreprise? Donc là ce n'est pas une condition de la vente. Hein. Bah, c'est marqué comme tel. En effet, dans la délibération, nous, on a justifié notre choix, mais ce n'est pas une condition réglementaire et légale. Après, c'est une relation de confiance, et c'est une jeune entreprise qui vient de s'implanter sur Fécamp, et elle souhaite, créer des emplois. Donc, dans son programme et dans son schéma directeur à elle, de développement, il est précisé qu'elle va embaucher quelqu'un. Là, on est dans une vente de gré à gré, et on a privilégié plutôt une activité économique plutôt qu'un particulier. C'est écrit comme ça, donc c'est pour ça. Donc on confirme en effet ce qui est écrit. Ce que je vois. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Merci. Deuxième délibération, Reynald, toujours. Donc là, il s'agit d'une délibération afin de réaliser une enquête publique dans le cadre d'un déclassement de voirie pour une superficie de 7 mètres carrés. Nous avons été saisis par le propriétaire du 29 rue du Val-au-Clair, car il souhaitait installer un portail. Et lors du dépôt de l'autorisation ou du permis de construire, je ne sais pas, donc le service urbanisme s'est aperçu qu'il était en train de mettre son portail sur le domaine public. Donc bien entendu, juridiquement, ce n'était pas possible. Donc nous avons souhaité avec lui trouver une solution.
Et de ce fait, on voit bien sur la partie cadastrale le petit décroché sur l'emprise. En fin de compte, il s'agit d'une ancienne erreur du propriétaire dans le plan d'aliment de 2015. Donc, il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à lancer une enquête publique afin de déclasser ce bien du domaine public vers le domaine privé. Vous êtes invité à en délibérer. Par la suite, le propriétaire fera l'acquisition de ce petit bout de terrain de 7 mètres carrés. Merci Renald. Donc, est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Pour la troisième délibération, donc Madame Martin sort, puisqu'en effet, professionnellement, il y a une interaction. Donc, c'est concernant le soutien à la recherche et le cofinancement d'une thèse avec la région Normandie. Donc, nous avions délibéré d'ores et déjà en 2022 puis en 2023 pour que la ville de Fécamp soit partenaire de l'université Le Havre-Normandie dans le cadre d'un sujet de recherche avec la région Normandie à hauteur de 50%. Donc, c'était soutenir la thèse ayant pour objet le projet Transel plutôt, portant sur la transition énergétique locale, déposé par le laboratoire EDEHN de l'Université du Havre. Donc, pour rappel, le projet de la thèse porte sur les enjeux territoriaux de la transition énergétique. Et l'objectif de la thèse est d'une part de mesurer l'impact de la transition énergétique sur les filières d'évaluation et l'efficacité en termes d'allocation, redistribution des richesses et émergence d'une économie verte. Et d'autre part, comprendre aussi dans ces changements l'acceptabilité. Donc, le début de cette thèse de doctorat, prévu initialement à la rentrée 2023 et n'ayant pas pu avoir lieu, a été reporté à la rentrée 2024. Après avoir été temporairement suspendu. Il convient donc de maintenir, selon les mêmes modalités, le financement de la thèse accordée par la ville de Fécamp et d'inscrire les crédits nécessaires au budget correspondant. Donc, compte tenu de ce qui vous est présenté, je demande de bien vouloir approuver le maintien du financement de la thèse ayant pour objet le projet Transel portant sur la transition énergétique locale déposé par le laboratoire de l'Université du Havre à hauteur de 20 000 € par année universitaire portant sur 3 ans. Et de m'autoriser, ou mon représentant, à signer la convention correspondante entre l'Université du Havre et la ville de Fécamp. Je vous invite à en délibérer. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Unanimité, moins une voix. Stéphanie, pour le projet éducatif de territoire. Oui, donc le projet éducatif de territoire est un véritable outil de collaboration locale pouvant rassembler à l'initiative de la collectivité locale les acteurs du domaine de l'éducation. Il est en vigueur depuis 2018 et arrivera à son terme le 31 décembre prochain, étant précisé que la ville avait par ailleurs obtenu la labellisation de ses centres de loisirs au titre du plan Mercredi. Le plan Mercredi permet de valoriser l'approche éducative et qualitative déclinée en lien avec les projets d'école et le projet pédagogique des centres de loisirs dans le cadre de l'accueil périscolaire des mercredis. Le précédent projet éducatif de territoire a été évalué et des actions ajustées. Le PEDT justifie la mise en œuvre des temps périscolaires en faveur d'un temps scolaire de l'enfant organisé par dérogation sur 8 demi-journées. Il fera l'objet de la prochaine délibération. Le PEDT, donc incluant l'évaluation 2021-2024, a été présenté au comité de pilotage et partagé en commission éducation jeunesse en vue du dépôt de la demande du renouvellement auprès de la commission d'habilitation départementale le 27 septembre dernier. En lien avec le PEDT, le projet éducatif des accueils collectifs de mineurs de la ville de Fécamp contribue par ses objectifs de manière variable et adaptée à la définition individuelle de la citoyenneté au fur et à mesure des étapes de la construction de l'enfant et du jeune. En conséquence, donc, nous vous proposons de bien vouloir adopter le projet éducatif de territoire 2024-2028 de la ville de Fécamp, dont vous avez donc copie, et autoriser Monsieur le maire à signer la convention inhérente et les demandes de financement nécessaires à la mise en œuvre des activités du PEDT et du plan Mercredi. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Donc, délibération importante ce soir.
Est-ce qu'il y a des prises de parole? Madame Tréberne. Bonsoir. Avant toute chose, merci pour l'envoi des documents du PEDT en amont du Conseil de ce soir. Vous avez pu faire les modifications suite au mail envoyé avec les ajustements, merci. Nous sommes quand même plutôt surpris de lire ou plutôt de relire l'introduction, puisqu'elle est au mot près identique à celle de 2021. Nous sommes contents de voir qu'un ancien bâtiment scolaire ne reste pas à l'abandon comme l'ancienne école maternelle Camus, et nous espérons que le chantier du pôle Allée commencera rapidement. Par rapport au dernier PEDT, l'accueil des enfants de 3 à 6 ans à l'école Jean Lorrain pendant les vacances répond effectivement à une demande des familles, et nous nous réjouissons qu'il n'y ait plus de liste d'attente dorénavant. Peut-être à l'avenir faudrait-il envisager une structure à part entière. Le projet d'un partenariat entre la ludothèque et les écoles est une mesure très intéressante qui se fait depuis longtemps dans de nombreuses agglomérations et nous sommes contents de la voir enfin arriver sur Fécamp. Il est aussi très intéressant de voir émerger des réflexions sur les pratiques entre les professionnels de crèche et les écoles maternelles. Ça permet d'assurer une vraie cohérence éducative et c'est essentiel pour l'enfance. Certaines données chiffrées sont toujours une base intéressante pour livrer des constats et mettre en valeur des ajustements. L'indice de position sociale est un indicateur qui est mis en place par le ministère de l'Éducation nationale depuis 2016. Il permet de mesurer la situation sociale des élèves face aux apprentissages, de savoir si un élève évolue dans un environnement familial favorable à sa réussite scolaire. Il est calculé à partir de la profession et de la catégorie sociale des parents, mais il agrège d'autres facteurs comme l'implication dans la scolarité des enfants, la taille du logement, l'accès à l'ordinateur, à Internet, aux livres, aux activités culturelles et sportives. Sur Fécamp, comme c'est indiqué sur le schéma, il est particulièrement bas comparé aux autres communes de l'agglomération et du département. Et là, nous aurions bien aimé avoir une analyse un peu plus fine par école et par collège de secteur, comme ça se fait, les données sont publiques. Cela vous aurait très certainement aidé à affiner vos objectifs sur la ville et à cibler des actions spécifiques sur certaines écoles et sur les quartiers. À Fécamp, la moyenne est autour de 99. Alors ça cache des écarts à la moyenne très importants puisque ce score est tiré par le haut. Il est tiré vers le haut par la position des écoles privées qui sont à 115. Ça n'est pas dans le document, mais c'est public. Quand des écoles comme Camus affichent un indice de position sociale à 74, Jean Massé 87, donc, qui sont beaucoup plus bas. C'est intéressant de présenter cet indice, mais finalement, à quoi sert-il dans votre PEDT? On n'en a pas vraiment trouver de mesures ou de dispositifs qui visent explicitement à réduire ces inégalités. Et ça, c'était un peu dommage. On aurait bien aimé voir une meilleure sectorisation au regard de cet indice de position sociale. Il y a aussi des chiffres qui sont assez marquants sur des évolutions plutôt inquiétantes. Les tickets sport. Sur un précédent conseil, nous vous avions alerté sur l'abandon des transports vers les différentes structures. Et vous nous aviez dit que ça n'avait pas d'impact sur la fréquentation. Est-ce qu'on peut en être aussi sûr à la lecture de ces chiffres? C'est pareil, il y a le problème de la communication et de la dématérialisation des inscriptions. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi à mettre en relation avec la baisse de fréquentation sur les tickets sport? Et là, nous pouvons déplorer qu'aucun ajustement ne soit apporté aujourd'hui pour les 4 années à venir, puisque finalement, c'est un plan, ce PEDT. Pareil sur la baisse de fréquentation des études surveillées. Quand on regarde l'évolution, il serait intéressant d'avoir une analyse de cette baisse de fréquentation de l'étude surveillée. Quel est votre point de vue sur le sujet? Quels sont vos ajustements? Est-ce que vous avez réussi à identifier les écoles où la baisse est significative? Et finalement, est-ce que ce n'est pas là justement un dispositif qui pourrait réduire les inégalités identifiées? Voilà, sur les études surveillées. Je continue ou bien... Oui, si vous voulez. Oui. C'est pareil pour les bénéficiaires de l'AEH, donc l'allocation enfant pour les enfants handicapés. Alors là, nous regrettons que les données graphiques soient identiques à celles du dernier PEDT. Les chiffres remontent à 2018. On sait que finalement, les choses ne sont pas allées en s'arrangeant, que le nombre de bénéficiaires de l'AEH a augmenté. Et on a du mal à voir aussi des mesures qui viennent en aide aux familles bénéficiaires. Nous regrettons aussi que des constats ne donnent pas lieu à des actions plus concrètes et plus ciblées auprès des jeunes et de leurs familles.
Je vais prendre l'exemple des cantines. Une table de tri, un gâchimètre ne sont pas là que pour constater visuellement la quantité de nourriture jetée. Pour des enfants, c'est savoir ce que l'on en fait et surtout les accompagner pour en réduire les déchets. Quelles sont les actions qui seront menées? Ça n'est pas lisible dans le document. Et finalement, ce serait très intéressant. Pareil pour les écrans, une semaine de sensibilisation pour limiter les écrans, c'est bien, mais comment accompagner les familles les 51 autres semaines suivantes? On va retrouver aussi dans ce document un véritable point de désaccord entre nous sur la notion de bénévolat. Vous mettez le BAFA dans la catégorie « favoriser l'engagement bénévole » quand nous l'aurions mis dans la catégorie « accompagner les jeunes vers l'autonomie ». Je me permets de souligner quand même qu'à Fécamp, le stage pratique n'est pas rémunéré. Alors certes, ce n'est pas une obligation. Dans de nombreux organismes et dans de nombreuses collectivités, il est quand même de bon ton de rémunérer le travail des jeunes de 16-17 ans. C'est leur première expérience professionnelle et nous pouvons déplorer cette absence de rétribution. C'est là le premier pas vers l'autonomie pour nous. En juin dernier, nous avions proposé de faire évoluer votre dispositif, proposer une avance pour financer le BAFA avec des critères de revenus en échange justement du stage pratique. On avait eu un long débat là-dessus, mais voilà, pour nous, c'est plus un accès vers l'autonomie. Vous parlez aussi des dispositifs d'aide au financement pour les jeunes. Et quelle communication en faites-vous? C'est quelque chose dont on parle régulièrement dans le Conseil, mais on ne voit toujours pas dans le Fécamp Mag d'encart sur tous les dispositifs et sur toutes les aides qui s'adressent aux jeunes. Et on n'y voit pas non plus de promotion appuyée sur les réseaux sociaux qui s'adresserait aux jeunes ou à leurs responsables. Pareil pour l'insertion professionnelle. Vous parlez de communication, mais comment allez-vous relayer les salons de l'étudiant et les forums post-bac? Ce serait intéressant de trouver des mesures concrètes à ce niveau-là. Enfin, nous aurions peut-être aimé voir des données sur les familles monoparentales, comme on avait pu voir sur le document préparatoire au QPV. Nous savons que le nombre de familles monoparentales augmente toujours plus. Il n'en est pas question dans ce PEDT. Il y a des collectivités qui s'emparent du sujet et nous aurions aimé trouver des critères et des mesures en leur faveur. Un projet ambitieux évolue dans le temps en fonction des problématiques qu'on pose grâce à des évolutions que l'on perçoit. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc je vais tenter de répondre avec l'aide de mon collègue pour les tickets sport notamment, et puis je sais que David avait aussi répondu à votre question concernant le BAFA. Effectivement, pour les élèves en grande difficulté, la sectorisation se fait par les réseaux d'éducation prioritaire, puisqu'en fait, nous, le PEDT, vous savez qu'il concerne les temps extrascolaires, périscolaires et les mercredis et les centres de loisirs. Donc effectivement, nous n'avons pas la main sur l'intégralité de ce qui se fait sur le territoire. Les réseaux d'éducation prioritaire sont aussi faits pour ça. En ce qui concerne les enfants en grande difficulté qui sont dans ces situations-là, il y a le CCAS qui travaille avec ces familles-là, avec le PRE. Donc vous avez pu voir quelques chiffres et le travail est vraiment conséquent avec des partenaires qui vont de la santé au lien, le droit, etc. Donc vraiment, ces enfants-là, quand ils sont signalés par les établissements scolaires, sont pris en charge, évidemment avec un volontariat de la part des familles. Donc je vous invite éventuellement peut-être à discuter de ça avec Dominique qui suit le sujet de très près. Donc pour la sectorisation. Pour les tickets sport, peut-être que tu veux répondre, Serge. Oui, bonsoir. Pour les tickets sport, effectivement, précédemment, nous avions échangé sur la fréquentation des tickets sport et en plus sur la prise en charge des enfants dans le cadre du transport. Nous sommes aperçus effectivement que très peu d'enfants, voire parfois 1 ou 2 enfants prenaient le car, puisqu'en fait 3 sites sont concernés, Coubertin, Le Dantec et Parker, qui ciblent essentiellement les tickets sport. Donc effectivement, eu égard à ces éléments, compte tenu du coût des transports, et les parents, je sais donc, puisque mes petits-enfants font ce ticket sport, pour avoir eu cette information, que c'était plus simple pour eux d'aller porter et récupérer les enfants directement, pour les familles qui le pouvaient. En ce qui concerne la fréquentation des tickets sport, elle est toujours en évolution quasiment... Enfin, elle est constante. On réfléchit chaque année avec les services pour diversifier les activités,
pour leur donner un second souffle. On sait que ce ticket sport est quelque chose de très important, puisqu'il permet, sans vous rappeler l'utilité du ticket sport, mais au moins de découvrir un sport, une activité sportive, de lutter contre l'oisiveté. Et puis, ça permet d'avoir des partages entre les enfants et les occuper pendant la première partie des vacances scolaires. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur les tickets sport et qui sont toujours bien plébiscités. On voit bien quand même qu'il y a moins de participants au ticket sport. Et ce serait bien d'avoir un schéma directeur sur les 4 années à venir, d'avoir une vraie réflexion pour redonner du souffle à ce dispositif qui est très intéressant. Vous dites qu'effectivement, il y avait moins de personnes, moins de bénéficiaires des transports. Ce serait quand même intéressant de savoir pourquoi. Peut-être de mettre en place des navettes plutôt que des transports, effectivement, des cars qui sont très grands avec des capacités qui ne sont pas du tout adaptées. Mais ce serait intéressant d'avoir un schéma directeur sur les 4 années à venir, puisque c'est ça l'objectif du PEDT, c'est d'avoir un plan. Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les services réfléchissent déjà à ça depuis la reprise de septembre, là, de manière à donner un souffle nouveau à ce ticket sport. Il est bien évident que l'effet JO est passé par là. Les enfants sont demandeurs. On essaie de calquer nos activités sportives, pas toujours simple, mais on essaie de le faire. Et puis réfléchir, on est prêt à ouvrir, enfin du moins réfléchir à bon nombre de solutions. Alors, il faut savoir aussi que les tickets sport, c'est aussi un travail de partenariat avec les associations sportives de Fécamp. Donc, c'est aussi l'offre et la demande. Certaines activités aujourd'hui il y a une forte demande sur certaines activités. Alors, je pense par exemple à l'escalade, où le nombre d'enfants est réduit, puisqu'il y a un nombre limité pour la pratique. Donc, on a aussi des nouvelles pratiques qui arrivent, d'autres qui sont peut-être un petit peu moins le vent en poupe aussi. C'est du volontariat. Les familles s'inscrivent ou s'inscrivent pas. Donc, ce n'est pas lié que à ce qui est proposé uniquement. Il y a aussi des habitudes qui changent, il faut dire aussi ce qui est. Les habitudes peuvent changer aussi pour les familles. Donc là, le prisme est beaucoup plus large que juste les transports ou le guichet unique, parce qu'on a oublié de le dire, vous parliez d'accès au numérique pour les inscriptions, mais on a toujours un guichet physique, un guichet unique à la ville de Fécamp qui accueille pour les inscriptions et tickets sport. Donc, c'est peut-être plus difficile d'avoir les documents quand même pour certaines familles. Oui, puisque c'était dématérialisé. Oui, donc, mais vous présentez... Les personnes, oui, mais il fallait le savoir. Parfois, on est pris dans le flot du travail et on ne sait pas forcément. Vous présentez à la mairie, vous êtes renseigné. Même les familles qui seraient éloignées du numérique se présentent en mairie et seraient tout de suite accompagnées. Oui, mais il faut avoir en tête, quand on a un papier, on sait qu'on est dans la période d'inscription. Quand on est dans sa vie familiale et quand on a le nez dans le guidon, c'est quand même difficile. C'est diffusé pour tous les enfants, pour ayant des enfants aussi à l'école, dans le cahier de correspondance, c'est marqué. Vous avez systématiquement, les enseignants font transmettre l'information dans les cahiers de correspondance. Avant, il y avait des papiers qui étaient donnés par la mairie. C'est un papier. Moi, je le récupère auprès de mes enfants directement. Écoutez, alors, au collège, on en avait parlé. C'est pas forcément évident d'avoir, parce qu'effectivement, il y a des enfants hors Fécamp. Oui, mais après, les collégiens de Fécamp l'ont aussi. Enfin bref, on ne va pas tourner autour de ce. Non, mais même tourner au-dessus. Avant, il y avait un papier, maintenant c'est dématérialisé. Non, il y a toujours le papier. Il y a toujours le papier. Madame Maréchal, quand on en avait parlé en commission, il me semblait que les familles étaient averties par mail. Alors, on essaie effectivement de dématérialiser au possible, mais là, les papiers sont encore là, notamment pour l'étude surveillée, pour tout ça, c'est le prochain sujet, effectivement. Oui, pour l'étude surveillée, mais là, on parlait des tickets sport. Tickets sport aussi. Moi, je suis très papier encore, j'ai inscrit mes enfants par papier. J'en ai l'expérience. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser quand même à cette baisse de fréquentation, ne pas forcément voir que l'offre qui évolue et les envies des enfants qui évoluent. Ce serait intéressant d'avoir une vision et peut-être de réfléchir. Je vais vous dire justement, c'est que ne restreignons pas le champ de vision justement et élargissons-le à l'ensemble de toutes les problématiques. Ce que vous avez évoqué en est peut-être une, mais il y en a d'autres également qu'il faut pouvoir évaluer. C'est pour ça qu'il faut se pencher sur le problème et le PEDT, ça sert à ça, ça sert à voir les choses qui ne vont pas pour faire des ajustements. Donc on dit un peu la même chose, c'est bien. Moi, je voulais juste vous répondre quand même également sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Vous disiez que le nombre était plus important. Je dirais tant mieux. C'est-à-dire qu'ils sont mieux aujourd'hui détectés, mieux accompagnés. Ce qui n'est peut-être pas le cas avant. C'est pas qu'il y a plus d'enfants en situation de handicap, c'est qu'aujourd'hui, ils sont détectés et pris en charge et pris en compte. Donc, je dirais tant mieux que ces enfants soient pris en compte. Oui, mais justement, je pense qu'il faut prendre en compte par des mesures. Et c'est ça que je déplore.
Finalement, on voit une augmentation du nombre de bénéficiaires, et ce serait bien de voir justement des choses qui se passent dans le PEDT en faveur de cet accompagnement-là aussi. C'est toute la difficulté de un travail partenarial. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans ce PEDT et qu'il faut en effet pouvoir travailler aussi avec les services de l'éducation nationale essentiellement, parce que c'est eux quand même qui sont en charge de l'accueil des enfants en situation de handicap. Donc voilà, une compétence qui est dévolue à l'éducation nationale, qu'il faut en effet pouvoir mesurer, pouvoir également partager avec eux, mais ça restera une compétence éducation nationale. Oui, bien sûr, mais sur l'accueil, justement, l'accueil hors temps scolaire, c'est pour ça le PEDT aussi. Oui, alors c'est le cas, hein, puisque l'inclusion se fait y compris dans les centres de loisirs avec des animateurs qui sont formés. Effectivement, ce sont des situations compliquées à gérer, y compris pour nos animateurs, et donc des formations sont mises en place pour les accueillir dans les meilleures conditions. Donc, si vous permettez, je peux vous ajouter un élément également. Pour la fréquentation du ticket sport, on a un problème de démographie également, hein, qui est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on a moins en moins d'enfants, et c'est un élément qu'il faut prendre en compte également. Même si ce n'est pas un facteur énorme, mais il est là. Je te rejoins complètement, notamment concernant l'étude surveillée. Vous parlez d'une baisse des effectifs, mais qui est effectivement liée à la baisse des effectifs de nos élèves. Parce que la proposition, elle en est faite systématiquement, et par les enseignants, et par nous au moment des inscriptions, notamment à la cantine, etc. Donc de toute façon, c'est comme le dispositif Devoir fait au collège, qui ne trouve pas son public. C'est-à-dire qu'on a beau en faire la promotion, à un moment donné, il y a des parents qui ne se sentent pas de laisser leurs enfants à l'étude surveillée, pour des raisons qui leur appartiennent, et on a beau proposer, former, les prix sont tout petits, vraiment c'est comme si c'était rien du tout, et effectivement il y a une baisse, on ne peut que le constater, mais comment forcer les gens? Il faut voir aussi s'il n'y a pas d'autres facteurs qui auraient pu amener les gens à moins accepter cette offre-là. Il n'y a rien de changé, c'est-à-dire que les prix n'ont pas augmenté, que les animateurs, voire même les enseignants, ce sont toujours les mêmes. Donc il n'y a absolument rien qui justifie cette modification, si ce n'est effectivement la baisse des effectifs, et peut-être aussi le fait que les parents ne souhaitent peut-être pas forcément laisser leurs enfants. Ils ne le font pas au collège, alors que bon, ça c'est pas ma partie, mais je crois que c'est extrêmement bénéfique de le faire au collège, et vous le savez comme moi, ça ne trouve pas son public. Certains collèges l'ont mis c'est inclus dans les heures pour certains collèges. Juste par rapport aux proportions, la proportion de la baisse des effectifs d'études surveillées est quand même impressionnante au regard de la baisse démographique. Oui, voilà. Il y a d'autres facteurs que la baisse démographique quand même. C'est ce qu'on se dit depuis le début. Mais oui, mais il faut quand même pas mettre ça sur la baisse démographique. Non, mais c'est un des facteurs quand même. Et c'est vrai que cumulé, on arrive aussi à ce résultat. Moi, je voulais juste revenir aussi par rapport à la communication qui est faite à destination des jeunes. Là, je vous invite à regarder les pages des réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a un dispositif, ils sont mis sur les réseaux sociaux de la ville de Fécamp. Donc, juste pour ça. Fécamp Mag, oui, je m'avance pas, mais... non, Fécamp Mag, franchement, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Je m'avance pas, mais j'ai un doute quand même pour que la bourse au permis y soit, notamment. Mais je m'avance pas, puisque ça, la bourse au permis, il y a eu des diffusions Facebook. Après, je ne suis pas sur bourse les au BAFA aussi, j'ai souvenir quand même aussi. Bien Instagram, voilà. Dans le Fécamp Mag, ça fait plusieurs années qu'on vous demande, justement, tous les dispositifs régionaux en faveur des lycéens, Atout Normandie, le Pass Culture, tout ça, on avait demandé à ce qu'il y ait un encart. Ça fait, je pense, 3 ans qu'on le demande et qu'on ne le voit pas. Et ça, c'est une bonne communication. 3 ans, je pense que là, c'est peut-être... 3 ans, non. Je n'exagère pas. Non, je n'exagère pas. Je suis en place déjà depuis que 2 ans, donc déjà, ça me paraît bon. On vérifiera en effet, et moi je prends la remarque, elle est tout à fait judicieuse, en effet qu'on ait une page récapitulative sur tous les dispositifs à disposition des jeunes et même des moins jeunes. Il y a aussi d'autres dispositifs aussi qui peuvent... Ça fait plusieurs fois qu'on parle du non-recours au droit. Là, voilà, tout ça c'est en faveur des jeunes, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Le Pass Culture, Atout Normandie, tout ça, c'est très important. Alors, c'est important de le relayer. Nous avons, comme vous le verrez sur la prochaine délibération, la 3e concernant, le point information jeunesse, qui fait tout ce travail-là, c'est-à-dire qu'il se déplace sur les forums, il se déplace dans les collèges, dans les lycées. Il fait un travail incroyable. Il y a des permanences, et vraiment, je voudrais le saluer, parce qu'il propose tous les dispositifs aux jeunes, et notamment la carte. Et dès qu'il envoie un, hop, il lui propose le panel, etc. Il y a vraiment une information de fait, et je tiens à le remercier parce qu'il est sur le terrain tout le temps.
Quand il y a beaucoup de jeunes à la mature, il va à la mature, il discute avec eux, il leur propose des rendez-vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain. Et il est tout seul à faire ça? Peut-être que... Alors là, il a un service civique avec lui. D'accord. Il faudrait presque qu'ils aient une page Instagram ou Facebook. Mais on a une page Instagram. Oui, oui. Ce serait intéressant de le relayer alors dans ce cas-là, sur les réseaux. C'est fait régulièrement. Hein, qui est un reportage, parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir vu quelque chose. Jeune à Fécamp. Oui, oui. Il y a une page Instagram. Je reviens sur la semaine sans les écrans. Nous, comme vous avez dit très justement, la ludothèque va retrouver toute sa place, hein, puisqu'en fait, la ludothèque revient au niveau du service éducation jeunesse, quitte la culture, puisqu'en fait, effectivement, comme vous dites, une semaine sans écran, même si on travaille sur des soirées jeux, etc., ça ne suffit pas. Donc, en fait, on va travailler sur du long cours pour effectivement proposer régulièrement des ateliers jeux. Alors, c'est peut-être pas la seule solution, en tout cas, c'est celle qu'on a trouvée pour le moment, puisque une sensibilisation via les familles, etc. C'est aussi fait par les maisons de quartier. Ils font aussi un travail incroyable pour sensibiliser les familles à toute cette addiction. Nous aussi, et je pense qu'en s'y mettant tous, on va y arriver. Mais ce sont par des actions ponctuelles et on essaye vraiment du coup de les prolonger. Je crois qu'il existe des partenaires aussi, vraiment, et des assos. On a pu en voir un échantillon ce week-end, un vrai succès en effet. De plusieurs associations présentes sur un festival. Donc, juste vous dire effectivement que le PEDT, c'est un ajustement, mais qu'au fil du temps, on a quand même fait énormément d'actions. Je pense à l'hygiène bucco-dentaire hein, qui va être mise en place, la CM maternelle, comme vous l'avez dit, la rue aux enfants qui a trouvé son public, alors que le printemps des familles, nous l'avions stoppé parce qu'il justement ne l'avait pas. Le lien crèche-école, l'inclusion, notamment avec des formations, comme je vous ai dit, le coup de pouce, le chèque lire, puisque nous, nous travaillons aussi avec Monsieur le maire, vraiment, pour que les enfants aient tous les moyens pour faciliter la lecture, la formation du BAFA, la végétalisation dans les cours d'école, la carte jeune qui a trouvé son public. Nous avons eu plus de 25 jeunes qui en ont bénéficié l'année dernière. Il va y avoir à nouveau un encart qui va en refaire la publicité, vous l'avez peut-être vu. Les Olympiades, là aussi, c'est un moyen de sensibiliser les jeunes à faire du sport. Ça a été une journée incroyable qui devait se faire qu'une fois tous les 4 ans. Mais monsieur le maire m'a dit, ben non, ce sera tous les ans. Donc voilà. Les soirées jeux, un deuxième orchestre à l'école pour sensibiliser effectivement à la musique. Formation, on est en train de former des animateurs pour le rouler à vélo. Et puis on travaille effectivement aussi sur le gaspillage alimentaire. Les gâchimètres ne suffisent pas, on en est bien d'accord. Et donc en fait, on a des animateurs aussi qui sont formés pour sensibiliser nos jeunes à toutes ces problématiques. Merci, et c'est vraiment le mot que je voulais avoir pour toi et pour les services. Donc merci Stéphanie pour ton implication pour ce projet éducatif de territoire avec l'ensemble du service jeunesse et de sa directrice notamment qui a effectué un travail remarquable, vraiment remarquable. Un remerciement particulier à Marianne Fante-Levasseur, pour ne pas la citer, qui vraiment a fait un travail incroyable avec ce PEDT. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Stéphanie, pour le renouvellement de l'organisation dérogatoire du temps scolaire. Oui, puisque depuis la rentrée scolaire 2017-2018, l'organisation du temps scolaire donc, était par dérogation sur 8 demi-journées. Il a fallu la renouveler puisqu'elle arrivait à échéance. Vous pouvez constater que l'intégralité de nos écoles l'a reconduite à l'unanimité. Donc, en conséquence, nous vous proposons de bien vouloir approuver le renouvellement de l'organisation dérogatoire du temps scolaire sur 8 demi-journées pour les écoles primaires publiques de Fécamp et autoriser Monsieur le maire à solliciter la directrice académique pour le renouvellement de cette dérogation pour une durée de 3 ans à nouveau jusqu'à l'année scolaire 2026-2027. Nous vous invitons à en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Stéphanie, pour le point information jeunesse. Oui, dont nous avons déjà parlé. Donc effectivement, Fécamp a la chance de bénéficier d'un point information jeunesse. Ce projet a été signé pour la période donc 2020-2023 et il a donné lieu donc à des évaluations. Et puis de 2020 à 2023, environ 640 jeunes entre 13 et 29 ans, puisqu'il y a aussi des jeunes adultes, ont pu bénéficier des actions et du suivi du PIGE en présentiel.
Le projet pour la période 2024-2030 a été présenté en commission régionale jeunesse, sport et vie associative de labellisation le 31 mai dernier. En concertation et dans l'objectif de répondre aux besoins d'information, de conseils et d'orientation de tous les jeunes, 3 types d'actions sont contenus en détail dans le document cadre et recoupent les objectifs suivants. Donc, poursuivre et renforcer la visibilité de la structure Info Jeunes Fécamp, donc ce que nous disions tout à l'heure. Un accompagnement vers l'autonomie pour sensibiliser les jeunes par des actions ciblées. Accès au droit par la découverte et autonomie d'utilisation de sites ou des plateformes ressources. Info Jeunes Normandie, le Cléor, le département. Favoriser l'engagement de jeunes bénévoles et la citoyenneté, notamment par l'encadrement des chantiers jeunes bénévoles ou encore la carte Jeunes Avantage. La Commission a émis un avis favorable au projet présenté pour la période 2024-2030. Plusieurs demandes de subventions sont formulées auprès des services de l'État, de la Caisse d'allocation familiale et de la communauté d'agglomération. Ces demandes concourent au financement des actions déclinées dans le label Information Jeunesse, par exemple le promeneur du net. En conséquence, il vous est demandé donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de labellisation du projet local Information Jeunesse représentant les objectifs présentés. Autoriser la signature des conventions afférentes nécessaires au bon déroulement des activités et autoriser Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de subventions. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Florentin. Merci Monsieur le maire. Donc, je vais vous présenter la 7e délibération qui porte sur l'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables, dont leur surnom, leur petit nom est ZAENR, voilà, pour vocabulaire administratif. La ville de Fécamp a mis en place en fait une concertation pour faire remonter à l'État, à la demande de l'État, des zones qui sont propices à l'utilisation de différents types d'énergie renouvelable. En l'occurrence, les différents types sont l'éolien terrestre, la géothermie profonde, la méthanisation, le solaire, les réseaux de chaleur, le photovoltaïque, le solaire en toiture, etc. Nous avons mis en place différents éléments pour concerter les habitants de Fécamp, un registre d'expression à l'hôtel de ville, un site internet et une réunion publique le 12 septembre. Eu égard au retour que nous avons eu, retour faible mais néanmoins retour, nous avons choisi de retenir différentes zones d'accélération ou de ne pas retenir différentes zones. Concernant l'éolien terrestre, tout d'abord, la ville n'a pas choisi en fait, de retenir l'éolien terrestre, c'est-à-dire la ville n'a pas choisi de rajouter en tout cas de proposer à l'État de rajouter des zones propices à l'éolien sur la commune de Fécamp, parce que tout simplement, il y avait des zones très petites dans la commune de Fécamp qui auraient pu permettre de rajouter une seule éolienne dans la ville, ce qui n'avait absolument aucun sens. Les retours des habitants aussi faisaient état du fait que, tout simplement, il y avait déjà suffisamment d'éoliennes à la fois terrestres, avec le projet notamment de repowering, de renouvellement éolien des terrestres du Cap Fagné, dont nous avions déjà parlé dans un précédent conseil municipal, plus le projet en cours, des projets d'éoliennes offshore. Concernant la géothermie, au vu des cartes et des retours que nous avons des services, il n'était pas possible de retrouver, d'identifier de la géothermie profonde sur le territoire de Fécamp. Pour autant, et c'est toute la subtilité, certaines entreprises, il y a une possibilité d'étudier, et c'est ce qu'on fera, la géothermie qui est dite peu profonde. C'était un petit peu d'ailleurs un des points dans l'échange que nous avions eu lors de la réunion publique. Enfin, concernant la méthanisation, la ville de Fécamp n'a pas identifié de zones qui sont dédiées à la méthanisation. Nous avons sur le territoire intercommunal des projets de méthanisation et des zones de méthanisation. Pour autant, sur la commune de Fécamp, les retours seraient extrêmement négatifs d'avoir de la méthanisation en agglomération. Concernant le solaire sur parking, il va de soi que c'est une option qui est envisageable. Les retours des habitants aussi ont montré qu'il y avait la possibilité de mettre en place du solaire et que ça avait à la fois une possibilité moindre en termes d'effets négatifs. C'est-à-dire qu'évidemment, les effets négatifs d'une méthanisation en centre-ville, on le comprend. Les effets négatifs aussi en termes de visibilité d'une éolienne en centre-ville, on le comprend.
Pour autant, concernant le photovoltaïque, on comprend aussi qu'il y a une possibilité de le mettre en place, et c'est pour ça que nous avons voulu le retenir. Concernant les espaces au sol photovoltaïques, nous n'avons pas identifié de développement de champs photovoltaïques sur le périmètre municipal, notamment parce qu'en fait, il n'y a pas d'espaces à ce stade qui sont identifiés par la ville qui permettent de retenir ces espaces-là. Sur le solaire en toiture, enfin, c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'ajouter des panneaux solaires en toiture a du sens pour une commune comme la nôtre. Évidemment, il faut prendre en compte tout un tas d'éléments dans les différents périmètres, notamment dans les zones de centre-ville de Fécamp, mais c'est une possibilité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas lu l'entièreté de la délibération et vous dire que voilà, nous souhaitons délibérer sur cette zone d'accélération des énergies renouvelables. Deux choses. D'abord, le calendrier qui est assez contraint pour permettre cette concertation. Et enfin, une difficulté autre que nous avons retenue, qui est en fait que nous concertons des habitants sur des zones potentielles qui pourraient être des zones où on met des énergies renouvelables. Et c'est pour ça aussi qu'il est difficile finalement d'avoir des retours sur ce type de concertation. Charge à nous aussi de construire les voies pour permettre une concertation plus robuste dans les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter cette délibération. Je suis à votre disposition si vous avez évidemment des questions. Merci Florentin. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Je vous remercie, j'ai pas de questions. En revanche, voilà, vous faire part de notre surprise. Parce que vous annoncez dans la délibération différents moyens de communication et plusieurs modalités de concertation, et ceci n'est pas exact. L'unique voie de publicité de cette consultation pourtant essentielle a été une publication Facebook datant du 30 août entre deux posts, donc l'un sur les célébrations de la libération de Fécamp, donc qui intéressait évidemment les gens, et puis l'autre sur les menus de la cantine. Donc une information qui annonçait le 30 août que la concertation démarrait le 30 août et se terminait le 16 septembre. Aucune communication n'a été faite en amont. Aucune communication n'a été faite dans le Fécamp Mag de juillet, par exemple, alors que nous imaginons que vous aviez prévu que cette concertation allait démarrer le 30 septembre. Sur les temps de concertation, il n'y en a eu qu'un. C'était une réunion publique organisée le 12 septembre, c'est-à-dire 4 jours avant la clôture de la concertation. Réunion publique qui a réuni 3 habitants, 5 élus, un journaliste et un animateur. Réunion à l'issue de laquelle vous m'avez assuré, monsieur le maire, qu'on ne passerait pas cette délibération ce soir, au regard de l'échec de communication qu'on ne pouvait que déplorer collectivement. C'est-à-dire qu'on se retrouvait quand même à 5 élus et 3 habitants. Et 3 habitants qui n'avaient pas compris ce sur quoi portait la concertation, parce qu'ils avaient lu une annonce dans un journal, dans un quotidien. Donc ils n'avaient pas du tout vu ni le site, ni les documents, ni la publication Facebook. Donc évidemment, on a tous déploré qu'il n'y ait personne, parce que cette réunion publique était peut-être, comme c'était l'unique moment de concertation, ça aurait été l'unique moment d'échange. On ne pouvait pas échanger, ce n'était pas possible vu les conditions. Donc on a imaginé qu'un réel processus de concertation allait s'enclencher. Et comme il était prévu qu'on ne passerait pas cette délibération, notre groupe n'a pas déposé de contribution. Alors, en matière de concertation, il convient tout d'abord de présenter les éléments pour favoriser les conditions du débat. En la matière, il fallait se rendre sur le site de la ville, trouver les informations utiles, être quand même très à l'aise avec les documents cartographiques pour pouvoir en tirer des documents, des données pertinentes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il fallait manipuler les sites de cartographie, changer de légende, etc. Alors vous aviez aussi mis à disposition du public des fiches synthétiques. Mais les fiches étaient très synthétiques.
Là aussi, c'était des éléments cartographiques. Malheureusement, certainement des captures d'écran, donc la plupart d'entre elles étaient floues. Les légendes étaient illisibles. Donc, ce n'était pas de nature à vraiment favoriser l'information, la compréhension des zones. Alors, après les cartes, il y avait effectivement des résumés produits par la ville, des résumés vraiment à minima. C'est-à-dire que, et vous l'avez résumé dans la délibération, en gros, ces fiches laissaient beaucoup de possibilités, mais au final, n'en hiérarchisaient aucune. Donc, vous avez écarté certaines sources d'énergie renouvelables. Vous avez très bien expliqué pourquoi. La méthanisation, c'est pas possible. La géothermie, c'est pas possible. J'ai pas bien compris votre... Parce que dans la géothermie, c'est pas possible. Voilà. On peut pas... Il y a eu un échange entre deux élus lors de la concertation, mais on ne peut pas dire que c'était un échange entre des habitants. Mais en fait, par exemple, sur les réseaux de chaleur, vous dites toute la ville peut être concernée par des réseaux de chaleur. Mais en réalité, ce qu'on attendait, c'est une vision, votre vision. C'est quoi votre vision des réseaux de chaleur? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à hiérarchiser les zones? Est-ce qu'on ne peut pas débattre des conditions propices à l'installation de réseaux de chaleur? Et donc dire, par exemple, près de l'hôpital, avec de l'habitat dense, près d'un lycée, là, il y a une zone propice à établir un réseau de chaleur, plutôt que de dire toute la ville est concernée. Est-ce qu'à l'hôpital, ce n'est pas plus intéressant d'avoir un réseau de chaleur plutôt qu'en centre-ville? Est-ce que, par exemple, le Ramponneau n'est pas aussi une zone où on pourrait installer un réseau de chaleur? Mais dans ce cas, on l'explique, on informe, et on ne dit pas tout est réseau de chaleur. C'est-à-dire qu'on a tout ou rien. Alors, vous dites l'éolien. Alors, bon, là, pour le coup, la fiche était quand même plus précise. C'est-à-dire que l'éolien, ce n'est pas tant la visibilité où on en a déjà, c'était surtout en zone boisée, et qui aurait demandé à ce qu'on déboise pour installer des éoliennes. Et en l'occurrence, pour le coup, on aurait été d'accord avec vous pour ne pas retenir. D'autres collectivités ont donc proposé des moyens d'informer les habitants qui soient diffus, c'est-à-dire, pourquoi pas le site, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas informer les gens par le site internet, c'est effectivement un moyen très rapide quand on est connecté, quand on a l'usage facile de ce genre de médias. Mais il y a d'autres choses. D'autres communes ont donc mis en place des grands panneaux d'affichage, des expositions dans différents lieux de la ville pour s'assurer que les citoyens aient tous l'accès à l'information. De grands panneaux qui permettent une reproduction des cartographies, qui expliquent les légendes, qui soient associés à des synthèses, qui soient un peu plus vulgarisées, hein, pour présenter des enjeux techniques qui sont complexes. Quelques collectivités ont, à l'issue de ces expositions, organisé des temps d'échange avec des experts qui puissent répondre aux questions des habitants, qui puissent, là encore, vulgariser différentes techniques et puis expliquer les conditions, notamment sur le photovoltaïque. Pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible? Oui, c'est tentant, mais il y a des conditions techniques extrêmement importantes. Donc ça aussi, ça s'explique. Des collectivités ont organisé des ateliers. Donc des ateliers qui prennent la forme de jeux sérieux, par exemple, ou ça a été le cas sur la commune de Port-Jérôme. Il peut s'agir d'ateliers de type fresque, où on met en commun, on partage des connaissances. Il y a un côté ludique et il y a aussi un côté éducation populaire qui permet à tout le monde de se mettre à niveau pour ensuite débattre. Des conférences, enfin, peuvent éclairer le public sur certains projets d'énergie renouvelable, avec des retours d'expérience qui peuvent être utiles pour mieux appréhender les conditions d'émergence, mais aussi les freins, voire les conflits potentiels que les projets énergétiques peuvent susciter. Il existe près de nos territoires, on pourra collectivement admettre que certaines communes sont plus avancées que nous ne le sommes sur ces sujets. Donc il existe sur notre territoire des communes pas très éloignées, je pense à Malonnet par exemple, où on aurait pu faire venir des élus, des techniciens, des habitants, pour qu'ils nous expliquent quelles ont été les conditions de leur projet, mais aussi leurs échecs, les réussites, les freins. Nous sommes attachés à la concertation en général, et encore plus lorsqu'il s'agit des projets énergétiques, tant l'acceptabilité sociale est indispensable pour que ces projets soient partagés
Et c'est d'ailleurs, nous semble-t-il, l'esprit de la loi. En définitive, nous jugeons qu'il n'y a pas eu de concertation, que son annonce sur Facebook n'a pas permis aux habitants d'avoir accès à l'information, que la réunion d'information organisée réunissant 3 habitants prouve l'échec de cette communication. L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Diabolique. Merci Madame Martin pour cette présentation. D'abord, j'aimerais replacer les choses dans leur contexte. La ville de Fécamp n'est pas obligée de répondre au projet de ZAENR. C'est une possibilité qui est proposée aux communes. Certaines villes ne l'ont pas faite. Nous avons choisi de le faire. Déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, concernant les méthodes de concertation, je vais prendre 2 exemples. L'exemple de la ville de Malonnet que vous avez cité. La ville de Malonnet, en matière de ZAENR, elle n'a fait qu'une chose. C'est une plateforme de concertation en ligne, et je l'ai vérifié. Elle n'a donc pas fait plus que nous, elle a fait moins que nous. Moins que nous parce que vous avez expliqué que nous avons simplement fait une communication sur Facebook. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons fait aussi une communication dans la presse, dans les différents journaux locaux, parce qu'en fait, on sait que beaucoup de personnes qui sont près de nous lisent le Courrier Cauchois, ils sont ici, lisent le Paris-Normandie, et ainsi de suite. Donc non, nous n'avons pas que communiqué sur Facebook. Nous avons créé un site internet dédié. Et ça, peu de villes l'ont fait. Pour répondre, nous avons informé sur le site de la ville de Fécamp. Mais donc, il n'y avait pas que la publication Facebook. C'est erroné, Madame Martin. Et surtout, si je peux juste compléter, on avait pris l'engagement de se faire accompagner surtout. C'est-à-dire qu'on a pris un cabinet pour faire cette concertation. Donc la volonté était bien de concerter. Donc c'est juste un interrompre, mais apporter cette précision, c'est qu'on avait pris cet engagement-là au printemps ensemble, je me rappelle, de se dire, la concertation on l'a fait et on se fait accompagner par des professionnels, par un cabinet. C'est ce qu'on a fait. Un autre exemple, l'exemple de la ville du Havre. La ville du Havre, j'ai pris l'exemple de Malonnet. Nous avons fait plus que Malonnet sur le thème des ZAENR. Par contre, effectivement, Malonnet est un exemple sur la manière dont elle embarque les citoyens dans la transition énergétique. Et à cet égard, nous prenons exemple sur cette commune comme sur beaucoup d'autres communes. Prenons l'exemple de la ville du Havre, qui est quand même une commune très importante. La ville du Havre, pour seule concertation, a mis en place un mail dédié. Nous avons fait donc beaucoup plus que la ville du Havre et beaucoup plus que la ville de Malonnet. Je pense que c'est important de le dire. Parce qu'en fait, le calendrier de retour est extrêmement restreint. Les communes ne sont pas forcément aussi pleinement accompagnées par les services de l'État sur ces sujets-là, parce qu'en fait, il faut juste mettre en place la loi à pair, tout simplement. Et je pense que c'est important qu'on le dise devant tout le monde. Aujourd'hui, nous avons fait les choses bien. Il y a des choses évidemment à améliorer, mais on ne peut pas vous laisser dire, Madame Martin, que nous n'avons que communiqué sur Facebook, parce que ce n'est pas vrai. Excusez-moi, je me permets juste, mais la communication par voie de presse, quand même, elle n'a pas bien fonctionné, puisque les personnes qui étaient présentes sont venues avec leur article de journal, pensant aller à une concertation sur l'éolien. Donc il y a quand même un souci. Vous imaginez bien que les 3 personnes, les 3 habitants fécampois sont venus à Fécamp, au CCAS ce soir-là, pensant débattre sur l'éolien. Ce qui veut dire que la ville communique mal, que la presse rédige mal ses articles. Bon, c'est pas la question. On vous demande pas. C'est un petit peu ça. Je suis un peu dans l'ironie. Je suis désolé, mais comme vous forcez le trait également, je ne force pas le trait. C'était la réalité. Très très sévère à ce niveau-là. Les communications après, elles touchent ou elles touchent pas les personnes. Je pense que le vrai sujet, c'est ce zonage-là. Est-ce qu'il a touché par rapport au sujet les habitants? On est que sur des zonages. Concrètement, quand on élimine toutes les sources d'énergie potentielles sur notre territoire, une fois qu'on a enlevé la méthanisation, la géothermie, même si on pourra revenir, finalement, à part le solaire et les réseaux de chaleur, c'est vraiment les 2 zonages, et peut-être de l'éolien, et encore on voyait que c'était pas possible vu les zones qui étaient propices, c'était pas du tout possible de les installer là, c'était en pleine agglomération, on imagine bien que c'est pas possible. Donc à partir du moment où on a exclu tous les points qui pouvaient être irritants pour les habitants en termes de nuisances par rapport à ces sources d'énergie,
Les habitants ne sont pas emparés du dossier. Alors moi, je regrette en effet qu'il n'y ait pas eu plus de monde à la réunion publique, mais on ne peut pas dire que c'est de la faute de la collectivité ou de la presse ou d'un tel que les personnes ne sont pas venues. Si, quand même, c'est un peu le reproche qui est fait. Maintenant, moi, je rejoins quand même... C'est pas un reproche, c'est un constat. Bon, un constat orienté, alors, on va dire, si on en parle poliment. Par contre... Des choses aussi en parlant de réseau de chaleur. Alors c'est bien que vous ayez pris cet exemple-là parce qu'on en a pu en débattre et dans ce conseil municipal et même en échanger à l'issue de notre de la réunion publique, parce qu'en effet les zones qui peuvent être propices, elles sont suggérées, elles sont peut-être pressenties. C'est pour ça qu'on a fait une étude. Moi, je ne suis pas technicien, moi je ne sais pas si un réseau de chaleur près de l'hôpital, nous on le voit, bien sûr, Jean-Marie Demondion qui n'est pas là ce soir, nous on le voit très bien, le réseau de chaleur entre l'hôpital, le lycée, le lotissement, ça paraît parfait comme endroit. C'est pour ça qu'on a diligenté une étude pour se faire confirmer cette hypothèse-là. Le réseau de chaleur Rampenot, il existe déjà. Donc, vous voyez, avant de penser à imaginer un réseau de chaleur, il existe déjà. Maintenant, l'étude va nous confirmer ou infirmer des choses sur ce réseau de chaleur. Mais on y travaille déjà depuis un moment, parce que l'étude, elle est en cours actuellement. Ensuite, vous parliez de sensibiliser les habitants. Ça a été fait notamment sur pas sur la transition énergétique, mais quand il y a eu la mer monte, nous étions ensemble dans l'auditorium. Moi, je suis totalement convaincu que c'est en effet un très bel événement et qu'on doit le renouveler sur d'autres thématiques liées notamment à la transition énergétique cette fois, et qu'en effet, il n'est jamais trop tard pour le faire et on le fera. Mais par contre, cette concertation qui était dans un cadre formel, elle a été conduite. Elle n'a pas eu le succès qu'on aurait pu attendre par rapport à la mobilisation des habitants. En effet, les contributions n'ont pas été, mais tout simplement parce que ça touchait assez peu le quotidien des habitants sur ces zonages. On parle bien de zonage, on ne parle pas de projet à venir, on parle bien de zonage propice. C'est ça aussi. Non, je me permets juste sur la diffusion de l'information, considérer qu'un article de presse est une action que vous avez mise en œuvre, là quand même il y a un sujet. La presse écrit ce qu'elle veut, effectivement. Donc elle a considéré que c'était une information intéressante qu'elle a relayée. Mais ça n'est pas vous qui avez mis en place une communication via la presse. Vous connaissez le concept d'invitation presse? Oui, d'accord. Ou de communiqué de presse? Oui, ok. Donc, mais oui. Là, moi, je vous parle de ce que la ville met en place. Je ne parle pas de la presse. Je ne suis pas là pour juger de l'action de la presse. Pour le coup... un communiqué de presse est un outil de communication aussi d'une institution, en effet. Après, il y a la liberté, en effet, de relayer ou pas pour le journal en question, mais en effet, la ville communique aussi auprès de la presse dans ce sens-là. En fait, vous avez juste un fécamp mag dans lequel vraiment vous pouvez là choisir votre information. Il a été distribué en juillet. En juillet, j'imagine que vous aviez les dates, parce que sinon, quand même, le 30 août, vous n'avez pas prévu ça le 15 août. Donc, moi, j'interroge plutôt cette voie de communication. Vous dites que vous avez créé un site. Excusez-moi, moi, j'ai vu une page sur le site. Vous n'avez pas créé un site. C'est une page. Voilà. Écoutez, moi j'ai vu une page. C'est un site internet. Mais peu importe. En fait, il était renvoyé au site. Donc il fallait être connecté. Et c'était la même chose. En fait, je ne suis pas sûre que tout le monde aille sur le site de la ville. Alors si tout le monde y va, très bien. En fait, je crois que l'information est passée par Facebook qui ensuite donnait le lien sur la page du site. Très bien, mais ça reste le même moyen de communication en fait. Là, vous les résumez, depuis le début, vous résumez que la ville a juste mis un post sur Facebook et point. Vous êtes là-dessus que sur cette... à organiser une réunion. Non, c'est pas que vrai. Sur cette thématique-là. Non, à organiser une réunion donc il y a eu 3 personnes. Vous étiez présents, moi aussi. Il y a eu 3 habitants. Après, si vous considérez que c'est un succès, dont acte, c'est un succès. Alors, c'est toujours tombé dans les caricatures, c'est tout blanc, tout noir, c'est un manichéisme qui est quand même assez dommageable. Là, le constat, en effet, c'est que peu de personnes se sont mobilisées autour de cette thématique. C'est ça qu'il faut prendre acte. Pour l'avenir, il faut qu'on puisse, en effet, avoir des événements et s'inspirer vraiment de ce qui s'est passé pour la mer monte, l'événement La Mer monte. C'était un très bel événement. Moi-même, j'ai été bousculé aussi des fois de mes idées également. Donc, c'est intéressant qu'on
puisse renouveler ce genre d'expérience qui sera déconnectée de cette concertation purement qui est formelle aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que c'est un échec ou un succès, c'est qu'on a mis en place une concertation et que les habitants ne se sont pas emparés d'un zonage. Alors c'était très technique, très techno. En effet, ils ont vu en effet que les zonages n'allaient pas concerner des grands projets, d'éoliennes en plein milieu de la ville. En effet. Est-ce que c'est intéressant de mobiliser une soirée pour savoir si on peut mettre un panneau photovoltaïque sur un parking ou sur sa toiture? Parce que concrètement, si on résume un petit peu, parce qu'on n'est pas dans la caricature, mais dans la synthèse de résumé, à part les réseaux de chaleur et le photovoltaïque sur les zonages vraiment propices à Fécamp intramuros, on en reste là quasiment. Il y a très peu d'autres énergies renouvelables que l'on pourra installer à Fécamp, et le zonage nous le montre très clairement. Et je me permets de rebondir sur les actions justement auprès des habitants. Cette semaine, c'est la semaine du développement durable, portée par l'agglomération. Il y aura justement sur le marché de Fécamp une fresque climat et des animations portées notamment par l'agglomération et les acteurs. Il y a aussi une balade littorale qui aura lieu mercredi avec un départ, si je ne m'abuse, de Tietreville pour continuer cette concertation avec les habitants, ces échanges tout en marchant, et une visite de l'usine de méthanisation de Limpiville avec un échange qui a eu lieu le samedi 28 septembre. Donc on a le 2 octobre une balade pédagogique et le 5 sur le marché de Fécamp, exactement un temps d'animation et de concertation dans le cadre de cette semaine du développement durable. Je voudrais revenir aussi, si vous me le permettez, Madame Tréberne, sur le point que vous mentionnez sur l'article de presse. En fait, nous, comme vous le dites, Madame Martin, la presse répond d'elle-même. Nous, on communique, et c'est aussi un autre moyen de communication. Facebook, site internet, communiqué de presse, donc envoie à la presse fait ce qu'elle veut ensuite, et aussi le cahier d'expression. Parce qu'évidemment, il y a des habitants dans la ville qui sont, comme vous dites, pas très au fait ou qui n'ont pas envie forcément de répondre sur un site internet. Et c'est pour ça que nous avons mis aussi ce cahier d'expression, et nous pensions que c'était très important. Voilà, tout simplement. Et aussi préciser un point, c'est bien aussi d'élargir à l'agglomération, parce que l'agglomération se structure également sur le développement durable, sur la transition. Donc l'agglomération, elle a recruté aussi un agent et un service se structure, un agent de plus, là, donc ils sont 3 aujourd'hui, l'agglomération se structure. Donc c'est aussi à l'échelle d'un territoire dont on fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Florentin et particulièrement aussi Monsieur Cardon, parce que vous avez fait un travail, même si aujourd'hui il est peut-être pointé de manière, je trouve, un petit peu injuste. C'est quand même un travail qui est redoutable, parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc voilà, merci Florentin et merci Monsieur Cardon. Reynald, pour la bourse au permis. Oui, la bourse au permis, un sujet qu'on connaît tous ici. Donc ici, il s'agit de la deuxième délibération de l'année, donc sur le dispositif de la bourse au permis pour le second semestre. Pour mémoire, la ville finance le permis de conduire à toute personne ayant un projet professionnel. En contrepartie, les candidats effectuent des heures de bénévolat au sein d'un service de la ville pour une durée de 80 heures. Donc le choix des candidats se fait de manière collégiale avec le CCAS, France Travail, la mission locale, le département, Cap Emploi, les EPMS et bien entendu le BME. Il vous est donc proposé de valider les 15 candidats inscrits sur des délibérations ainsi que les 4 personnes en cas d'abandon des 15 signés. Excusez-moi. Donc, il est à noter aussi également que le BME fêtera ses 10 ans d'existence en 2024 et que ce dispositif, j'étais un petit peu recherché quelques chiffres, parce que vous m'avez pas posé des questions sur les chiffres. C'est un dispositif qui a démarré sur le permis de conduire en 2010, avec une petite parution dans Fécamp Actu à l'époque, en 2011, sur le dispositif du permis de conduire. Et en 2014, donc, nous avons créé le bureau municipal de l'emploi. Et on a les chiffres. Alors, je vais vous faire parvenir ultérieurement des chiffres, que j'ai eu un rapport du BME. Donc, depuis 2014, la ville de Fécamp a financé 289 permis de conduire, qui permet aux gens aussi de poursuivre leur projet professionnel. Voilà.
et vous êtes invité à en délibérer pour cette seconde session. Merci Rénal, c'est toujours important de rappeler un petit peu aussi l'histoire. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Elisa, pardon, j'ai pas entendu. Abstention. Tout le monde? Oui. Elisa, pour le fonds d'aide au loyer, donc le dispositif que nous avions mis en place, donc il y a une petite modification et surtout attribution. Alors, cette délibération, elle a déjà été votée en juin dernier. Donc, l'objectif, ce n'est pas de refaire le débat, mais d'apporter une modification et une précision sur le contenu. Nous avions indiqué en juin dernier 12 000 € pour l'année 2024, donc ce qui est vrai, de juin à décembre. Mais aujourd'hui, nous devons préciser que sur une année pleine, ce sera le cas en 2025, l'enveloppe sera de 24 000 €. La seconde précision concerne le plafond du loyer mensuel subventionnable, donc qui sera plafonné à 1 200 € hors taxe. Or, nous avions indiqué que c'était l'aide qui était plafonnée à 1 200 € hors taxe, mais ce n'est pas cela, c'est le loyer mensuel subventionnable. Donc voilà, une modification et une précision. Merci Elisa. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez aussi là-dessus? D'accord. Merci. Elisa, donc le pendant, cette fois la première attribution, ce qui est très intéressant. Exactement. Alors, c'était important de reprendre cette délibération puisque aussitôt, juste après, nous allons devoir délibérer sur le tout premier dossier d'aide au loyer. Donc, il s'agit d'un commerce ouvert depuis quelques semaines, place Charles de Gaulle, donc le Pokébar. Donc, le fonds d'aide mis en place prend tout son sens puisque l'objectif de cette mesure, c'était vraiment d'inciter à la reprise de cases vacantes. Et en l'occurrence, cette case vacante, elle l'était depuis 2016. Donc là, c'est vraiment un bel objectif d'atteint pour ce premier dossier. C'est une jeune femme qui est hyper motivée, qui apporte un nouveau concept, et un concept tendance pour Fécamp. Je crois qu'elle ne désemplit pas. Enfin, chaque jour, il y a un monde fou au sein de son commerce, donc c'est une vraie victoire. Donc pour le calcul, nous avons pris la base du loyer qui est de 950 €. Et donc pour son accompagnement sur la première année d'exploitation, les 6 premiers mois, nous serons sur 427,50 € par mois. Et puis sur les 6 derniers mois, 237,50 €. Donc le total de la subvention sollicitée et attribuable est de 3 990 €. Merci Lisa. Donc on voit bien en effet, lorsqu'on arrive à tous travailler ensemble, à se mobiliser tous ensemble, on peut avoir en effet des effets très positifs. Et là c'est l'illustration de ce qu'on recherchait, c'est-à-dire vraiment une case vacante depuis un certain temps, de permettre à un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse de pouvoir reprendre une activité commerciale dans cette case. Et qu'en effet on sait très bien que lorsque on démarre, on a aussi beaucoup d'autres choses aussi à payer, le stock, le matériel, les outils de travail. Donc là, le fait d'avoir cette aide au loyer, ça a été peut-être le facteur déclenchant et le coup de pouce qui fait qu'aujourd'hui, l'activité peut se stabiliser pour les prochains mois, parce qu'on sait très bien que la vie d'une entreprise se joue dans les 6 premiers mois. Donc c'est important qu'on puisse accompagner, et en tout cas, on ne laisse pas faire et on se mobilise tous les uns les autres avec l'Union des commerçants, avec Fécamp Escale Shopping et la ville de Fécamp. On arrive à travailler de concert et en commun pour pouvoir dynamiser ce centre-ville. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Juste par curiosité, vous auriez, juste pour savoir pourquoi vous abstenez sur ce type de délibération. On vous l'a expliqué la dernière fois, en fait, donc on est cohérent avec notre vote du Conseil où vous nous avez présenté ce dispositif. En fait, en l'absence de critères, nous considérons que le dispositif n'est pas abouti et qu'il aurait fallu, mais là, je vous redis ce que je vous avais dit à l'époque, qu'il aurait fallu établir un état des lieux des besoins, mais aussi de ce que la ville souhaitait voir et promouvoir comme commerce, et notamment des circuits courts, du local, dans une visée d'amélioration de l'offre commerciale, mais aussi de valorisation des produits locaux. Donc dans l'urgence, on laisse faire et on ne saisit pas les opportunités qui se présentent. Parce que c'est ça aussi le sujet. Le dispositif peut toujours évoluer. En fonction, en effet, de nos appétences. Et
D'accord. Bon, c'est étonnant. Je voudrais aussi ajouter... Non, c'est de la cohérence. C'est de la cohérence. Je voudrais aussi ajouter qu'il nous semble bizarre que tous les commerces qui sont à vendre font refaire la vitrine. Et ça me paraît un petit peu, quand même, quand on vend le commerce aussitôt après avoir refait la vitrine, comme une plus-value à laquelle la ville participe. Et là, il y a 2 ou 3 commerces là, qui viennent de se vendre et les vitrines viennent d'être faites. Et je pense que cette plus-value-là, on a fait une aide, on a aidé pour que les commerces, évidemment, soient bien, soient présentables. Mais on pensait que les gens qui avaient fait ces investissements-là continueraient dans leur carrière et évidemment iraient mieux et travailleraient bien. Sauf que là, on a un peu l'impression que ça a permis de faire une opération commerciale. Bah, tant mieux s'ils ont réussi à rénover leur enseigne. Si ça rend plus attractif le commerce, même si derrière, s'ils le vendent, c'est qu'il y a un acheteur aussi qui est derrière. Ah oui, donc c'est-à-dire que l'enseigne a permis aussi une reprise d'activité. Tant mieux. Non, parce qu'ils c'est le but recherché, c'est l'embellissement aussi de notre centre-ville. Non, c'est pas une reprise d'activité. L'activité était toujours là, mais on a vendu un peu plus cher l'activité parce qu'elle était plus attrayante. Voilà. Et je pense que c'est nous qui avons permis de... C'est l'argent de l'argent de la commune qui fait qu'on vend plus cher. Bon, ouais. Elisa, justement, pour le fonds d'aide à la rénovation des façades et des vitrines que nous avons mis en place également. Tout à fait. Alors, sur cette délibération, on va constater que les commerçants se saisissent pleinement de cette subvention, puisque je vous présente 7 dossiers. Donc, le premier concerne le commerce Hugo, donc situé rue Georges Cuvier. C'est un nouveau commerce aussi qui s'est installé il y a quelques semaines et qui propose de l'aménagement d'intérieur, de la décoration, de la senteur. Le Pokébar qui bénéficie donc de l'aide au loyer, nous en avons parlé juste avant. Ensuite, nous avons le bar de l'Hôtel de Ville qui a changé de propriétaire. Le Quai des Fleurs, rue du Président René Coty, qui vient d'ouvrir. Le Rita, rue Piétonne. 8e avenue, c'est donc la même enseigne, mais on change de propriétaire également. Et le Bon Petit Normand, un restaurant qui s'installe à la place de l'ancien restaurant La Marie. Je ne vais pas vous reprendre tous les montants des subventions sollicitées, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un vrai effet de levier, puisque la subvention maximale est de 3 000 € et on constate bien que les commerçants investissent beaucoup plus. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette délibération. Aussi pour les collègues qui sont présents à la commission commerce, à chaque fois je présente les avant-après de manière visuelle, ce qui est plus parlant qu'une délibération papier. Donc moi ce que je peux proposer, c'est qu'en fin d'année, je puisse éventuellement faire une présentation avec un PowerPoint pour vous montrer concrètement les retombées visuelles pour l'espace public. Merci Elisa et merci pour ton implication. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Concernant, donc, vous trouverez également, c'est une communication, les décisions qui ont été prises par délégation du conseil municipal. Et le prochain conseil municipal aura lieu le 14 octobre à 18h30. 18h30, pardon. J'ai dû faire un lapsus. Donc 14 octobre, 18h30. Bah oui. Là, il fallait passer juste pour information, et pour vous répondre, Madame Martin, nous étions... Non, mais écoute, c'est pas grave. Non, je vous en prie. Non, ce soir, nous devions passer absolument, avant le 30 septembre, le plan PEDT. C'est pour ça que nous sommes réunis ce soir et que nous réunissons à nouveau le 14 octobre. Bonne soirée.